Le monde a mis des siècles à construire ses actifs, ses immeubles, ses forêts, son or, ses infrastructures, ses obligations. Des richesses colossales, réelles, tangibles, mais verrouillées, inaccessibles au plus grand nombre, totalement immobiles. Aujourd'hui, tout cela est en train de changer. Les actifs réels entrent dans l'ère numérique, fractionnables, liquides, programmables, ouverts à tous. C'est la révolution des Real World Assets. Et c'est le sujet de ce podcast. Real Assets, comprendre la tokenisation du monde réel. Rien ne surgit du néant. Croyez-moi, aucune révolution n'est née sans racines, sans précédent, sans les échecs et les intuitions de ceux qui sont venus avant. La tokenisation des actifs réels ne fait absolument pas exception. Avant d'être une révolution technologique, c'est une révolution de la pensée financière. C'est un long chemin qui commence bien avant la blockchain, bien avant même le Bitcoin, bien avant même l'Internet, d'ailleurs, tel que nous le connaissons aujourd'hui. C'est un chemin fait d'inventions brillantes, de crises retentissantes, de leçons mal tirées d'ailleurs, et finalement d'une forme de convergence que personne n'avait exactement anticipée. Eh bien, dans cet épisode, on va remonter le fil. On va explorer la généalogie des RWA, et ce, pas pour faire de l'histoire pour l'histoire, mais parce que comprendre d'où vient une idée, c'est à mon sens comprendre pourquoi elle est là aujourd'hui et jusqu'où elle peut aller demain. Alors, attachez vos ceintures et on part tout de suite en 1970. Tout commence avec une question très simple qui a été posée par des financiers américains dans les mêmes années 70. Comment transformer un actif illiquide en quelque chose que l'on peut vendre ? L'actif en question à l'époque, vous vous en doutez, c'est le prêt immobilier. Les banques américaines accordent des millions de crédits hypothécaires à des particuliers, des prêts qui courent sur 20 ou 30 ans. Ces prêts sont de bons actifs puisqu'ils génèrent des intérêts réguliers et ils sont adossés à des biens réels. Mais ils sont gelés dans les bilans des banques. Ils sont immobilisés, incapables de circuler. L'idée qui émerge est au final à la fois simple et en même temps radicale. La question était, et si on regroupait des milliers de ces prêts dans un seul véhicule unique ? Et si on vendait des parts de ce véhicule à des investisseurs ? Chaque investisseur recevrait alors une fraction de remboursement de milliers d'emprunteurs différents. Et le risque serait dilué, la liquidité serait au fond créée. Eh bien ça, vous voyez, c'est la naissance de la titrisation. En 1970, Ginnie Mae, une agence gouvernementale américaine, émet les premiers titres adossés à des créances hypothécaires, les Mortgage Backed Securities, ou MBS. Et l'idée prend immédiatement, et elle s'étend, et elle se sophistique même. Pendant 30 ans, la titrisation est alors considérée comme l'une des grandes innovations de la finance moderne. Elle permet aux banques de libérer du capital, de prêter davantage et de financer plus d'acheteurs immobiliers. Elle permet aux investisseurs institutionnels d'accéder à une classe d'actifs réels, l'immobilier résidentiel américain, via des titres négociables. Et c'est en réalité une forme primitive de tokenisation. Prenez un actif réel illiquide, découpez-le en parts, rendez ces parts négociables, et le principe est exactement le même. La différence réside dans le support technologique. Des titres papier et des registres informatiques centralisés d'un côté, et une blockchain décentralisée de l'autre. Mais voilà. Cette belle invention, que je viens de vous citer, va malheureusement connaître une fin tragique.
Et là, nous remontons le temps et nous nous rapprochons de notre époque actuelle et nous revenons dans une époque qui, je pense, en a marqué beaucoup pour ceux qui l'ont vécu. Les plus jeunes d'entre nous, bien sûr, ne l'ont pas connu, peut-être, si certains de mes auditeurs sont plus jeunes que septembre 2008. Lehman Brothers, la 4e banque d'investissement des États-Unis, dépose le bilan. En quelques jours, le monde financier mondial va se retrouver au bord du gouffre. C'est la pire crise depuis 1929. Qu'est-ce qui s'est passé alors? La titrisation, poussée à l'extrême et dévoyée de son intention première, est au cœur justement du problème de 2008. Pendant les années 2000, des millions de prêts immobiliers américains ont été accordés à des emprunteurs qui n'auraient jamais dû en obtenir. C'est les fameux subprimes. Je pense que ce mot en a marqué beaucoup. Ces prêts, pourris, disons-le, qui ont ensuite été titrisés, empaquetés, retitrisés, notés AAA, triple A, pour des agences de notation complaisantes, et vendus à des investisseurs du monde entier qui n'avaient aucune idée de ce qu'ils achetaient vraiment. La chaîne de confiance s'est alors rompue à ce moment-là, à tous les niveaux, simultanément. Les emprunteurs ne pouvaient pas rembourser. Les titres ne valaient absolument rien. Les banques qui les détenaient étaient alors insolvables. Et personne ne savait exactement qui détenait quoi, ni combien ça valait vraiment, parce que toute la chaîne était absolument opaque, complexe. Elle était centralisée dans des mains que personne ne contrôlait vraiment. Le bilan humain est immense. Ça a représenté des millions de personnes qui ont perdu leur maison, leur emploi et leur économie. Les États injectent des milliers de milliards pour sauver alors des banques dont les actionnaires avaient pourtant touché des bonus records pendant des années. La confiance dans le système financier mondial, croyez-moi, à ce moment-là, était profondément ébranlée. Ça a été d'ailleurs, pour notre partie française, le grand sujet de nos présidentielles de cette époque. On se rappelle d'un de nos présidents qui était l'ennemi de la finance, qu'elle n'a jamais vraiment été. Cette crise est à la fois capitale, je dirais, très importante pour comprendre la suite. Parce qu'elle pose avec une brutalité sans aucun précédent la question que beaucoup de gens se posaient en sourdine depuis bien longtemps. Peut-on faire autrement ? Peut-on construire un système financier qui soit transparent, dont les règles soient visibles et vérifiables, et dont on ne puisse pas truquer les registres ? Un système où absolument personne, aucune banque, aucun État, aucun acteur puissant ne puisse manipuler la réalité au détriment des autres. La réponse arrive un peu moins d'1 an plus tard. Et elle vient d'un inconnu qui va marquer toute notre histoire passée, proche, présente, et pour encore, à mon avis, très 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 longtemps. Le 31 octobre 2008, toujours de la même année, quelques semaines seulement après la chute de Lehman Brothers, un document apparaît sur une liste de diffusion cryptographique confidentielle. Son auteur se présente sous le pseudonyme de Satoshi Nakamoto. Le titre du document, Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic Cash System. On a 9 pages. Une proposition technique dense, élégante et totalement révolutionnaire. La proposition était alors, et est toujours, de créer une monnaie numérique qui fonctionne sans banque centrale, sans intermédiaire, sans aucune autorité centrale. Une monnaie dont toutes les transactions seraient enregistrées dans un registre public, partagé et cryptographiquement sécurisé. Ce que Satoshi appelle la blockchain. Le 3 janvier 2009, quelques mois à peine après cette publication, le premier bloc Bitcoin est miné. Dans ce bloc, Satoshi a inscrit une phrase.
le titre du journal The Times de ce jour-là, qui était « Chancellor in brink of second buyouts for banks ». Excusez-moi pour mon accent. Le chancelier britannique sur le point d'injecter de nouveau de l'argent public pour sauver les banques. Un message, une déclaration d'intention, Bitcoin naît en réaction directe à la crise de 2008 et à ses causes profondes. Au départ, Bitcoin, c'est une curiosité pour un petit cercle de cryptographes, de libertariens et de passionnés de technologie. Sa valeur est nulle, ou presque nulle. Son usage est totalement marginal, mais l'idée qu'il porte est totalement explosive. Parce que pour la première fois dans l'histoire, il est possible de créer et de transférer de la valeur de manière numérique sans passer par un intermédiaire de confiance centralisé. C'est une rupture conceptuelle profonde. Parce que pendant des siècles, toute la finance était construite sur la confiance dans des intermédiaires, les banques, les notaires, les chambres de compensation, les registres tenus par des tiers. Et Bitcoin arrive et tout d'un coup dit « Eh bien, nous n'avons plus besoin de faire confiance à quiconque. Nous faisons confiance au code, au protocole, aux mathématiques. » Et les mathématiques, elles ne mentent pas. Mais Bitcoin a une limite. Il ne fait qu'une seule chose, de transférer des bitcoins. Alors, c'est totalement remarquable, mais en soi-même, c'est un peu étroit. Là. Pour tokeniser des actifs réels, pour créer des représentations numériques d'immeubles, d'obligations ou d'or, il faut quelque chose de beaucoup plus expressif. Il faut une blockchain programmable. Et c'est là qu'un jeune prodige russo-canadien de 19 ans entre en scène. Vitalik Buterin découvre Bitcoin en 2011. Il a alors 17 ans. Et il est immédiatement fasciné. Et pas seulement par la monnaie en elle-même, mais bel et bien par la technologie sous-jacente. La blockchain, comme registre distribué et inviolable, lui semble être quelque chose d'immensément plus large que ce que Bitcoin en fait. Il publie alors, en 2013, un livre blanc, Ethereum, A Next Generation Smart Contract and Decentralized Application Platform. L'idée centrale est simple à énoncer, mais totalement vertigineuse dans ses implications. Et si on pouvait écrire n'importe quel programme sur une blockchain, pas seulement transfert X Bitcoin de A à B, mais n'importe quelle logique, n'importe quelle condition et n'importe quel contrat. Eh bien, ces programmes, Buterin les appelle des smart contracts, des contrats intelligents. Concrètement, c'est du code qui s'exécute automatiquement quand des conditions prédéfinies sont réunies, sans qu'aucun humain n'ait besoin d'intervenir. Il n'y a pas d'avocat pour valider, il n'y a pas de banque pour exécuter, il n'y a pas de délai, il n'y a pas de friction, le code fait ce qu'il dit, exactement comme il le dit. Et personne ne peut l'en empêcher. En juillet 2015, Ethereum est donc lancé, et le monde de la blockchain ne sera plus jamais le même. Pour la tokenisation des actifs réels, c'est le chaînon manquant au final. Parce qu'un smart contract peut dire ce token représente 0,001% d'un immeuble situé au 15 rue de la Paix à Paris. Son détenteur a droit à une fraction proportionnelle des loyers versés automatiquement chaque mois. Ce token peut être transféré à n'importe qui, mais seulement après vérification d'identité via le protocole X. Toute cette logique-là, la propriété, les droits financiers, les conditions de transfert, la distribution automatique des revenus, peut désormais vivre dans un smart contract sur Ethereum, sans intermédiaire, sans friction, sans erreur humaine. L'infrastructure intellectuelle et technologique des RWA est en place. Et il faut maintenant que quelqu'un ose l'utiliser.
Partons maintenant en 2017. 2017, c'est une année folle dans le monde de la crypto. Bon, vous vous rappelez, dans le premier épisode, je vous ai dit, j'y suis rentré en 2013. Je l'ai quitté ensuite pendant quelques années, malheureusement, à mon grand désespoir, et je l'ai retrouvé en 2018. Donc 2017-2018, là, c'était vraiment une année folle dans le monde de la crypto. Le Bitcoin s'envole complet, l'Ethereum suit derrière, et il y a une vague de frénésie spéculative qui submerge tout l'écosystème. Il y a des milliers de projets qui lèvent des centaines de millions de dollars via des... Comment je vais vous le dire ? J'ai mon langage à moi, mais les Initial Coin Offering. Voilà, c'est les ICO. En vendant des tokens sans valeur réelle à des investisseurs qui sont complètement euphoriques à ce moment-là. Et c'est une bulle spectaculaire. Et comme toutes les bulles, elle va éclater violemment, et elle n'aura pas attendu longtemps pour éclater, puisqu'elle éclatera en 2018. Mais c'est dans ce chaos que quelque chose d'important se passe discrètement. On retrouve les premières tentatives sérieuses de tokenisation d'actifs réels, et ça va être un levier important pour la suite de notre histoire. Donc, restons pour l'instant en 2017. En 2017, on a une start-up américaine qui s'appelle Realty, qui commence à tokeniser des maisons à Détroit sur Ethereum. Des maisons réelles, avec des locataires réels, avec des loyers réels, représentés par des tokens que n'importe qui peut acheter pour quelques dizaines de dollars. Et le concept fonctionne. À ce moment-là, tout du moins. Les loyers sont distribués automatiquement, les tokens s'échangent sur des marchés secondaires, et à peu près au même moment, il y a des projets comme Arbor, Polymath ou encore T0 qui commencent à construire des infrastructures pour les security tokens. Des tokens représentant des titres financiers réels conçus pour être conformes aux réglementations existantes. L'idée est de ne pas fuir la régulation, mais plutôt de l'intégrer en fait dans le protocole lui-même. Des standards tokens comme l'ERC 1400 ou l'ERC 3643 sont développés pour permettre la vérification d'identité, les restrictions géographiques, mais également les conditions de transfert, tout ce que la loi exige pour des titres financiers. Ces pionniers vont essuyer les plâtres, bien évidemment. Ils font face à des régulateurs méfiants, à des investisseurs institutionnels qui ne sont pas encore tout à fait prêts, bien évidemment, et à des problèmes techniques qui vont se révéler nombreux, à l'absence totale de cadre juridique clair. Et beaucoup de projets de cette époque ne survivent pas à la vague de désillusion de 2018-2019. Mais ils prouvent, à mon sens, quelque chose d'essentiel à ce moment-là. C'est que c'est techniquement faisable. La tokenisation d'actifs réels, c'est pas une utopie. C'est un défi d'ingénierie, de droit et de marché. C'est pas un défi de physique fondamentale. Les fondations sont alors posées. Puis on arrive en 2020. Et avec lui, une pandémie, dont aussi je pense tout le monde se rappelle, qui va bouleverser le monde entier. Dans le monde financier, le Covid-19 fait deux choses simultanément. D'abord, il force une digitalisation massive et accélérée de l'économie. Tout ce qui pouvait être fait physiquement doit soudainement être fait à distance, en ligne, de manière dématérialisée. Des habitudes qui auraient mis normalement 10 ans à s'installer vont s'installer là, présentement, en quelques mois. Les réticences culturelles au numérique vont s'effriter partout dans le monde. Ensuite, il crée un environnement de taux d'intérêt proche de zéro. Les banques centrales injectent des liquidités colossales pour éviter un quelconque effondrement. Dans cet environnement, les investisseurs cherchent désespérément du rendement, partout, n'importe où. Dans ce contexte que la DeFi, la finance décentralisée, connaît, ont été légendaires pour 2020.
Des protocoles comme Compound, Uniswap, AAV vont exploser. Des milliards de dollars s'investissent dans des protocoles de prêt, d'échange, de liquidités décentralisées, et les rendements sont absolument spectaculaires, même parfois, je dirais, irréels. Et l'écosystème crypto s'emballe, encore de nouveau. Mais très vite, il y a une limite qui va apparaître. Ces rendements fabuleux, ils viennent d'où ? Souvent de la circularité. On emprunte des cryptos pour prêter des cryptos, pour gagner des tokens de gouvernance qu'on revend pour acheter des cryptos. C'est de la valeur qui tourne en rond. Un château de cartes sophistiqué, mais qui n'en reste pas moins fragile. Et c'est à cet endroit-là, que la question des RWA revient, avec une force renouvelée. Et si on apportait dans la DeFi des actifs réels, des rendements réels, des flux financiers ancrés dans l'économie physique. Et si les bons du Trésor américain, les créances commerciales, les loyers immobiliers, devenaient alors du carburant pour ces protocoles décentralisés. On a alors des projets comme Centrifuge, Goldfinch et Maple Finance qui commencent à construire exactement ça. Centrifuge tokenise des créances commerciales, des factures que des PME ont émises mais pas encore encaissées, et les utilise comme collatéral pour emprunter de la liquidité crypto. Goldfinch prête à des entreprises dans les marchés émergents, en utilisant le capital des investisseurs crypto. Et Maple Finance crée des pools de prêts institutionnels. Parallèlement, le protocole MakerDAO, l'un des piliers de la DeFi, émetteur du stablecoin DAI, va prendre alors une décision historique. Il commence à accepter des actifs réels tokenisés comme collatéral pour émettre son stablecoin. Des obligations du Trésor américain tokenisées, des créances hypothécaires, des actifs physiques. MakerDAO jette un pont, finalement, entre le monde décentralisé et l'économie réelle. Et là, on a un pont qui tient, cette fois-ci. Et ce pont va nous emmener jusqu'à 2022, qui est une année qui va se révéler brutale pour l'écosystème crypto. En mai, on a l'écosystème Terra Luna qui s'effondre en à peine quelques jours, effaçant 40 milliards de dollars de valeur. En novembre, FTX, l'une des plus grandes plateformes d'échange au monde, s'avère finalement être une fraude colossale et fait faillite. Des projets de prêt comme Celsius ou BlockFi s'effondrent. Des protocoles comme Maple Finance subissent des défauts de paiement significatifs. Le marché crypto va perdre plus de 70% de sa valeur en à peine quelques mois. Et là, d'un coup, la panique est réelle. Les nécrologies du secteur fleurissent dans la presse. Mais voilà ce qui est intéressant et qui, je trouve, qu'on ne dit pas assez. Ces crises ont un effet de clarification salutaire. Elles séparent la spéculation pure de la valeur réelle. Et dans ce tri brutal, les actifs réels tokenisés, ceux qui sont adossés à de vraies créances, de vrais immeubles, de vraies obligations, résistent bien mieux que les tokens purement spéculatifs. Les créances tokenisées de Centrifuge continuent à générer leurs flux. Les obligations du Trésor tokenisé continuent à payer leurs coupons. Les loyers des maisons de realty continuent à tomber chaque semaine dans les wallets des investisseurs. Parce que derrière ces tokens, il y a un immeuble à Détroit. Il y a un bon du Trésor américain. Il y a une facture émise par une PME. Il y a des choses réelles. La crise de 2022 fait quelque chose de précieux au fond. Vous l'avez entendu, elle valide le concept. Elle montre que quand le sol tremble, ce qui est ancré dans le réel reste debout.
exactement ce que les RWA promettent aujourd'hui. L'année 2023, Franklin Templeton, une société de gestion d'actifs fondée en 1947 avec plus de 1500 milliards de dollars sous gestion, annonce qu'il gère désormais un fonds monétaire entièrement on-chain, enregistré sur la blockchain Stellar. Un fonds régulé, conforme, accessible depuis une blockchain publique, et ce n'est pas une expérimentation confidentielle, mais c'est un produit réel, réglementé, disponible à des clients réels. Et puis vient le choc de mars 2024. BlackRock, la plus grande société de gestion du monde, 10 000 milliards de dollars sous gestion, je vous le disais dans le premier épisode, que je vous invite à écouter ou réécouter, lance son fonds Build sur Ethereum. Un fonds investi en bons du Trésor américain et en cash, tokenisé sur une blockchain publique accessible à des investisseurs institutionnels. En quelques semaines à peine, ce fonds dépasse 500 millions de dollars, puis 1 milliard. Là, vous avez un signal qui n'émet aucune ambiguïté. Quand Larry Fink, le PDG de BlackRock, un homme qui pèse ses mots et son image avec une précision extrême, déclare publiquement que la tokenisation des actifs financiers est la prochaine génération des marchés, c'est pas du marketing, c'est un positionnement stratégique, c'est une déclaration de direction. Dans son sillage, on a tout l'écosystème institutionnel qui accélère. JP Morgan traite des milliards de dollars de transactions via sa plateforme Onyx. Goldman Sachs développe son infrastructure GSDApp pour les obligations numériques. En Europe, Société Générale Forge, ABN AMRO, BBVA multiplient les émissions tokenisées. Les banques centrales du monde entier expérimentent avec des CBDC, des monnaies numériques de banques centrales, qui pourraient un jour s'articuler avec les RWA. Du côté des protocoles, on a l'écosystème s'est considérablement assaini finalement depuis les excès de 2021-2022. Ondo Finance, Bucket Finance, Centrifuge, Maple Finance ont tiré les leçons des défauts et des crises. Leurs modèles sont aujourd'hui plus solides et leurs structures juridiques sont aujourd'hui plus robustes. Leur transparence est bien meilleure. Le résultat d'ailleurs en 2025, c'est pas fait attendre. Le marché des RWA tokenisés a dépassé les 15 milliards de dollars. Les bons du Trésor américain tokenisés représentent à eux seuls plusieurs milliards. Et la courbe de croissance ressemble exactement à celle qu'on voit au début d'une adoption technologique de masse, lente, puis soudainement verticale. Prenons un peu de hauteur et regardons tout le chemin parcouru. De 1970 à aujourd'hui, en donc 50 ans, quelque chose s'est progressivement construit. La titrisation des années 70-80 a prouvé que diviser un actif illiquide en parts négociables, c'était possible et créait de la valeur. Elle a aussi prouvé, très douloureusement en 2008, que l'opacité et la complexité mal maîtrisées peuvent transformer une bonne idée en catastrophe systémique. Bitcoin, en 2009, a apporté la réponse à l'opacité par la transparence cryptographique. Un registre que personne ne contrôle et que tout le monde peut vérifier, radical mais fondateur. Et même si tous les médias mainstream vous ont dit le contraire, certainement pas parce que par méconnaissance d'ailleurs, croyez-moi, c'est pas par méconnaissance qu'ils vous ont dit ça, mais justement pour vous en tenir éloigné, parce que une chaîne comme ça, publique, que tout le monde peut consulter, et pourtant on vous a dit tout l'inverse, mais n'arrange personne, ou pas grand monde, tout du moins. En tout cas, pour ceux qui s'y intéressent dès le départ, voilà, je m'arrête là. Ethereum, en 2015, a apporté de son côté la programmabilité, la capacité de faire vivre des contrats, des droits, des règles directement dans la techno, sans dépendre de l'honnêteté
ou de la compétence d'un intermédiaire humain. On a sorti l'humain de tout ça. L'humain et ses dérives potentielles. Les pionniers de 2017-2018 ont démontré la faisabilité pratique, essuyé les plâtres réglementaires et techniques et construit les toutes premières briques. Et la DeFi de 2020 a créé l'appétit pour les rendements réels et l'infrastructure financière décentralisée qui les accueillerait. La crise de 2022 a fait le tri entre la spéculation et la valeur, validant paradoxalement les actifs réels comme le refuge le plus solide. Et l'arrivée des géants institutionnels, depuis 2023, apporte ce qui manquait encore, soit la crédibilité. Ils ont apporté les licences, ils ont apporté les réseaux de distribution et les capitaux institutionnels. Eh bien, voyez-vous, chaque étape était nécessaire. Chaque erreur a appris quelque chose. Chaque crise a renforcé ce qui était solide et a éliminé ce qui ne l'était pas. Et nous sommes aujourd'hui exactement au point de convergence de toutes ces trajectoires. Et ce n'est pas un hasard, et ce n'est pas une mode. C'est le résultat logique de 50 ans d'innovation financière et technologique qui cherchaient peut-être, sans toujours le savoir, à répondre à une même question fondamentale. Comment rendre la richesse réelle du monde accessible à tous de manière transparente, sans intermédiaires abusifs et sans les dérives qui ont conduit aux crises du passé? Eh bien, les Real World Assets sont cette réponse. Imparfaite, encore, en construction, mais bel et bien réelle. Dans notre prochain épisode, on va descendre d'un niveau, et si vous le voulez bien, on va rentrer dans la technologie. Pas pour vous transformer en développeur blockchain, je vous rassure tout de suite, mais pour comprendre, et c'est essentiel, les mécanismes concrets qui rendent tout cela possible. On va se poser différentes questions. Qu'est-ce qu'un smart contract vraiment? Comment fonctionne une blockchain de manière pratique? Qu'est-ce qu'un oracle? Et pourquoi ce mot étrange est-il central justement dans l'écosystème RWA? Et quelles sont les différentes blockchains sur lesquelles les actifs réels s'inscrivent? Et pourquoi ce choix n'est absolument pas anodin? On va démystifier tout ça avec des analogies, avec des exemples concrets, et un zéro jargon inutile, et ce pendant tout le podcast. Alors je suis déjà impatient de vous retrouver pour rentrer dans cette étape technique, la suite de notre aventure, et je vous dis au prochain épisode. Vous venez d'écouter Real Assets. Si cet épisode vous a appris quelque chose, partagez-le. Cette révolution mérite d'être comprise par le plus grand nombre. Retrouvez tous les épisodes, les ressources et les références sur realassets.fr. À très bientôt.